Les patrouilles en ville font partie des services exercés en commun par les deux armes présentes sur place. Elles sont composées de 6 personnes qui opèrent en soirée et parfois jusqu'au milieu de la nuit. Ce soir, avec 2 autres marins du Loudard de l'Agré, je vais faire partie de cette équipe mixte chargée de veiller au bon comportement de nos marins à terre. En fin de journée, dans une tenue impeccable, jugulaire au menton, guêtre aux pieds et matraque à la ceinture, la voiture du bord nous conduit à la Légion où nous faisons la connaissance de nos confrères au képi blanc. 3 solides gaillards de quelques années nos aînés nous attendent au bar du foyer avec déjà en commande de l'accro, entendez la Cronenbourg, pour tout le monde. 2 d'entre eux parlent parfaitement le français, mais pour le 3e, on comprend vite que ce n'est pas sa langue maternelle. Tous y vont de leur tournée et quand il s'agit pour nous de faire un geste en retour, nous essuyons un refus catégorique. Ce n'est pas la coutume, nous sommes des invités, un statut qui ici implique 2 obligations, accepter ce qui nous est offert et renoncer à mettre la main à la poche. Conviés à partager leur repas du soir, personne ne songe à refuser ce nouveau geste même si nous sommes déjà passés à table à bord avec les rationnaires. Là aussi on nous gâte avec un bon souper très arrosé, de quoi oublier l'objet de notre présence en ces lieux. L'heure du départ nous tire d'affaire, nous grimpons enfin dans le camion qui est mis à notre disposition. Nos amis chargent un grand carton brun et une caisse de bière avant de nous rejoindre. C'est le casse-croûte, disent-ils. À peine installé, à même le sol, faute de banc, le plus gradé de nos hôtes, un caporal au fort accent allemand, nous demande qui va commander la patrouille. Il nous avait échappé que parmi les pompons rouges, nous comptons 2 quartiers-maîtres de première classe, grade équivalent à celui de caporal-chef. La logique hiérarchique et l'ancienneté dans le grade me désignent pour assumer cette tâche, hélas. Je proteste timidement, en argumentant mon refus par le peu d'expérience que j'ai en la matière, par ma jeunesse et je ne sais trop quoi encore. Mais rien n'y fait. Mes 3 barrettes bleues excluent toute discussion. De plus, il me semble que mon comportement est mal perçu par les légionnaires. Résigné, j'essaie de construire dans ma tête une ligne de conduite à tenir si, d'aventure, nous devions intervenir quelque part, tout en pensant que ça n'arrivera pas. Le camion patrouille à faible vitesse au milieu des quartiers mal éclairés ceinturant la ville. Un parcours sur lequel nous ne rencontrons que quelques piétons. Tout est calme ici, pourtant. Brusquement, notre véhicule s'arrête au milieu du chemin et la voix piaillante d'une femme nous parvient de l'avant. D'instinct, les légionnaires bondissent vers l'extérieur. Nous les rejoignons alors qu'ils sont déjà en discussion avec une ramatou qui demande de l'aide en gesticulant. La jeune femme les entraîne vers une habitation où ils disparaissent. Ils vont chercher un légionnaire, nous informe le chauffeur. Très vite, nous voyons réapparaître les 3 hommes, encadrant un 4e personnage, qui finissent par pousser sans ménagement au fond de notre véhicule. À l'issue d'un rapide parcours nous ramenant à la caserne, nous présentons au sous-officier de service l'individu interpellé, qui fait alors au gradé son rapport. En sortant ce matin de 30 jours de prison, il s'est offert une tournée des bars en ville, avant d'aller rejoindre, complètement ivre, sa compagne. Ne voyant personne à la maison, il s'est allongé sur le lit, qui est le leur. Rien de bien dérangeant dans ce comportement, sauf que sa copine avait quitté définitivement l'endroit, trouvant peut-être la séparation trop longue. Une autre locataire occupait désormais les lieux, et c'est elle qui, trouvant cet étranger dans son lit, avait interpellé notre patrouille. Le sous-officier de service, compréhensif et amusé, inflige au malheureux délaissé, encore sous l'emprise de l'alcool, la plus légère des peines. Il devra terminer sa nuit à la caserne, dans sa couchette. De nouveau en patrouille, c'est au centre-ville cette fois que notre équipe est sollicitée. Un képi blanc aurait tenté d'étrangler une prostituée œuvrant à la taverne. L'agresseur présumé est encore sur place quand nous arrivons. Il consomme tranquillement au bar et n'offre aucune résistance lorsque ses collègues le saisissent. Il semble plutôt surpris, dépassé. Devant le sous-officier de garde, il reconnaît avoir pris au callback
la charmante dame qui lui refusait ce à quoi il avait droit après paiement. Sa victime présumée, une fois libérée de l'étreinte, s'est enfuie en conservant sa vertu et le prix de celle-ci, tout en diffusant son accusation sournoise. Le chef, cette fois, décide de soumettre l'affaire à un niveau supérieur dès le lendemain. Alors, en attendant, notre lampiste est immédiatement incarcéré après avoir été débarrassé de ses lacets, de sa ceinture et de tous objets dangereux en sa possession. La soirée continue et de nouveau nous sommes appelés à la taverne devant laquelle nous stationnons depuis un bon moment. Il faut reconnaître que la plupart des problèmes prennent naissance ici, alors par expérience, les légionnaires ont anticipé l'événement. Il nous est demandé de sortir un marin, qui sous l'emprise de l'alcool est devenu agressif. Effectivement, il a fait le vide autour du bar auquel il s'accroche à grand-peine lorsque nous entrons. « Cette fois c'est à vous, me dit le caporal d'Outre-Rhin. Comme je prévoyais la chose, je m'avance sans attendre vers l'individu, sans hâte, en cherchant le meilleur moyen de mettre fin à cette situation. Devant la patrouille, le pirate amène son pavillon. Il se montre un peu moins irascible, alors j'essaie de le raisonner, je lui demande de sortir immédiatement. Peine perdue. Enhardi certainement par mon manque de fermeté, non seulement il refuse, mais en plus j'essuie une volée d'injures de sa part. Je n'ai pas le temps de réagir que déjà le caporal a repris l'affaire en main. L'ivrogne est mis au sol, face contre terre, puis empoigné par 2 légionnaires, il est soulevé dans cette même position pour être jeté par la porte, en survolant à l'horizontale les 2 marches qui le séparent du trottoir. Nous avons tous regagné le camion quand il se relève, sale et un peu fripé, mais apparemment sans fracture. Il tourne ensuite le dos au tripot et descend la rue en direction de la baie. Dans cet épisode, je n'ai pas vraiment brillé, on me le fait sentir, mais après tout, chacun son métier. Ces képis blancs, par contre, sont plutôt efficaces. Il est maintenant tard, les noctambules se font rares même dans la rue principale, alors notre chef virtuel décrète une pause casse-croûte, suivie de peu par la dissolution de la patrouille qui devient effective quand le camion nous dépose à l'unité marine. J'ai vécu là une expérience que je souhaite ne jamais renouveler. Comme je le pressentais, je suis désigné par décision du service intérieur au poste de vaguemestre. Notre agent postal étant rapatrié avant l'arrivée de sa relève, il y a un vide momentané à combler. Je ne suis pas mécontent de ce qui m'arrive, à vrai dire, je convoitais cette fonction qui va me libérer, au moins partiellement, des travaux de grattage et de peinture sur le pont, corvée indissociable des carénages. Ayant été un des meilleurs clients de l'agence, je ne suis pas totalement ignorant des tâches qui m'attendent, et une courte passation de consignes parachève ma formation. Enfin, une commission de vaguemestres, rédigée à mon nom, m'intronise Vago du Doudard de Lagrée. Entre midi et 13h30, après appel par diffusion générale, j'ouvre à tous mon guichet durant une demi-heure, afin de recueillir les quelques envois à acheminer vers la métropole. C'est ainsi que mandats, lettres et colis sont confiés pour être postés le lendemain matin. La voiture du bord me conduit alors au guichet qui nous est réservé à la poste centrale en ville. Là, comme les collègues, la sacoche en bandoulière, je prends mon tour dans la file d'attente. Notre interlocuteur est un sympathique hindou au visage rond et rieur qui d'emblée se montre coopératif, voire même dévoué. Il est curieux, ce qui lui permet, en quelques jours et autant de conversations, de définir mes pôles d'intérêt. Je collectionne, comme d'autres, il le sait maintenant, des enveloppes timbrées au premier jour d'émission, des timbres normaux et aussi des timbres avec des coins datés. J'obtiens sans peine des planches entières de ces derniers pour quelques amateurs, mais les timbres que je souhaite personnellement acquérir sont curieusement moins accessibles. Il n'hésite pas au bout du compte à me les marchander. Je peux, si je le souhaite, obtenir tout ce qui s'est édité depuis l'indépendance du pays et avant, en premier jour ou en pochette, même si certains ne sont plus en vente.
Leur prix n'est pas énoncé en francs malgaches, mais en produits divers disponibles à la coopérative du bord. Sacré pays. La contrepartie négociée est élevée, mais je la considère comme étant acceptable compte tenu de l'ancienneté et de la présumée rareté des derniers exemplaires. Ainsi, le rusé fonctionnaire a obtenu à bon prix savonnettes, eau de Cologne, dont du voile de soie, paquets de lessive et autres produits contre la collection complète des timbres parus ces 7 dernières années. Pour le plaisir de la promenade, il m'arrive souvent de me rendre à pied à la poste, où maintenant j'ai des habitudes et des copains avec lesquels je prends le temps de boire un verre au bar de l'hôtel tout proche. À bord, je ne compte pas les heures passées à l'agence, minuscule local surchauffé dans la coursive transversale, ne refusant jamais son ouverture, même en dehors des horaires. J'aime ce boulot, pourtant après un mois d'exercice, je passe le relais à mon successeur, c'était prévu. Globalement, notre séjour au nord de la Grande Île est bien agréable. Nous ne sommes pas submergés de travail à bord, la discipline sans être laxiste s'accommode des mouvements en personnel, il fait souvent très beau et les distractions en ville sont aussi multiples que nos bordées à terre. Du reste, nous utilisons pour cela un grand nombre de tenues blanches si salissantes, mais là aussi, tout va bien puisque ce sont nos boys qui se chargent de leur entretien. En effet, dès notre arrivée à Diego-sur-Aise, nous avons été autorisés à recruter des malgaches pour effectuer des tâches ménagères qu'habituellement nous assumions. Pour notre poste équipage, nous avons embauché Joseph, un Comorien d'une trentaine d'années en apparence père d'une famille déjà nombreuse et peut-être aussi polygame. Son salaire, négocié après définition de sa charge de travail, est versé à part égale par chacun des membres résidents. Les boys, comme ils se nomment eux-mêmes, forment ici une véritable corporation aux règles non écrites mais respectées. Ils sont organisés et protégés par un syndicat dynamique. Les plus anciens disposent de sérieuses références. Ils exhibent volontiers de nombreux certificats délivrés pour services rendus par les autorités d'unité qui ont fait appel à leur talent. Ils conservent aussi précieusement des témoignages moins officiels, mais plus chaleureux, rédigés par de jeunes patrons aux pompons rouges. Ces emplois très honorables et correctement rémunérés font vivre des familles entières et plus encore. Il n'est pas rare, en effet, de voir nos boys sous-traiter une partie du travail en surcharge, se transformant ainsi en employeurs dans leur quartier. Joseph, quant à lui, libère de cette manière du temps pour faire rouler son propre taxi-brousse, une autre source intéressante de revenus. Ces personnels, bien entendu, sont autorisés par écrit à circuler dans l'arsenal pour rejoindre les bâtiments sur lesquels ils officient. Ils bénéficient également d'1 à 2 repas quotidiens, pris avec l'équipage en cafétéria, et enfin, officieusement, ils ont accès aux produits en vente à la coopérative, ce qui pour certains constitue la base d'un trafic lucratif, mais non sans risque avec l'extérieur. Donc, une fois par semaine, notre linge est amené à la buanderie du bord pour y être lavé et séché. Il est ensuite récupéré par Joseph, qui le repasse au poste. Comme il y en a toujours plus, notre employé nous quitte en fin de journée, chargé d'un sac marin où s'empilent des tenues blanches bien sales, à restituer propres et en pli le surlendemain. Le brave homme se charge aussi quotidiennement de la propreté et du rangement du poste, ce qui n'est pas la moins ingrate des tâches. Malgré une exploitation abusive et un traitement parfois indigne de sa personne, Joseph reste toujours souriant, gardant sa bonne humeur. Il se montre résolument amical, quoi qu'il arrive, et devient pour bon nombre d'entre nous le copain que l'on a plaisir à retrouver en ville. C'est ainsi qu'il nous amène volontiers dans son taxi, comme aujourd'hui, où nous roulons, assis sur les bancs bricolés à l'arrière de sa camionnette Bocher, à destination de Ramena. Notre chauffeur nous dépose à proximité de la plage, là où il doit nous récupérer dans quelques heures. L'endroit est vaste et assez plaisant, le sable jaune disparaît en pente douce sous l'eau calme de la baie. L'ombre des cocotiers, tout proche,
est appréciable sous le soleil brûlant de ce début d'après-midi. À Madagascar, la réglementation et ses compromis administratifs locaux offrent d'incroyables opportunités pour obtenir certaines facilités, comme par exemple la délivrance du permis de conduire automobile. Si vous avez déjà tenu un volant, ou si vous êtes capable de déplacer sans trop d'hésitation le véhicule que vous confie une école de conduite, cette unique mise à l'épreuve suffit à la constitution de votre dossier d'inscription. Une semaine plus tard, moyennant 500 francs et un contrôle rapide de vos connaissances du code de la route, vous obtenez le précieux papier vous autorisant à circuler même en France. Du coup, les recalés de Tahiti et les nouveaux embarqués s'empressent de mener à bien ce qui semble n'être ici qu'une formalité. L'important, toutefois, c'est de payer. Dans d'autres domaines, d'autres circonstances, et dans un contexte de fin d'empire colonial, cette administration approximative peut aussi mener à de graves déconvenues. C'est ainsi que l'un des nôtres s'est vu convoqué devant la police locale pour répondre d'une accusation de tentative de meurtre à l'encontre de sa petite amie qui l'aurait poussé volontairement devant une voiture circulant sur la chaussée. Des fonctionnaires zélés, ou peut-être pilotés, semblaient accorder beaucoup de crédit au témoignage de la victime dont le seul traumatisme était celui ressenti par une femme délaissée. Fort heureusement, il a été établi que cette accusation ne reposait sur aucun fondement, sinon sur une simple affaire de vengeance. Sous l'administration française, la grande île abritait un bagne moins connu que celui de Cayenne, sans doute parce que moins répressif. Les peines que l'on y purgeait étaient souvent assorties d'une interdiction de séjour en métropole, ce qui condamnait les libérés à un exil long, voire définitif. C'est, semble-t-il, le destin qu'a subi celui que j'appellerais J, ancien du milieu marseillais, qui avait fini par s'installer à Diego Suarez pour y mener une vie presque honorable, prenant femme et fondant une petite affaire. Son restaurant rustique propose une carte de plats populaires français, très appréciée par tous ceux qui ont le mal du pays. J fournit aussi un certain nombre de services et met en relation les demandeurs de certaines prestations spéciales. Tout cela se passe sans susciter, semble-t-il, la curiosité des autorités locales. Le bagne, maintenant, sous administration locale, n'abriterait plus de droit commun, mais des politiques. Est-ce vrai, est-ce faux? Parfois, le législateur impose de surprenantes décisions. Ainsi, depuis peu, le port de la mini-jupe est interdit à Madagascar. Une mesure anticipée, si on peut dire, dans les quartiers excentrés de Diego, où, comme d'autres, j'ai déjà pu observer de charmantes malgaches sans cet objet délictueux, ni rien du tout pour le remplacer. Tanambo est l'un des endroits où tout est possible, où bon nombre de jeunes marins résident en famille après le dégagé. Il m'arrive d'y aller, d'y faire une incursion, mais c'est pour assister aux séances de projection dans le cinéma qui s'y trouve. C'est une curiosité. Dans une salle vaste et vétuste s'entassent des centaines d'individus, majoritairement jeunes. L'atmosphère y est irrespirable tellement il y fait chaud, et le niveau sonore reste très élevé, même après l'extinction des lumières. On y visionne 2 films par séance, moyennant une modeste contribution financière. Pour suivre les histoires mises en scène, mieux vaut choisir des réalisations au scénario simple, des films qui bougent, car le mouvement est plus facile à appréhender qu'un dialogue qui peine à émerger du bruit de fond incessant. Le soir, la clientèle de nantis de l'établissement est repérée, puis démarchée, objectivement invitée à profiter d'une fin de soirée pleine de promesses. C'est ça, Diego Suarez, une ville qui offre d'innombrables infrastructures à son activité artisanale la plus prospère. Durant les premières semaines de mon séjour, j'ai pu apprécier au mieux la qualité de cette escale malgache, tant au travers de l'excellente ambiance qui règne à bord, qu'au cours de nombreuses explorations en ville. Tout ou presque est bien ici, même la soupe, si utile au moral des troupes.
On nous sert à bord de délicieux steaks de zébu, des cuisses de grenouilles énormes, des légumes et des fruits frais. Laitue et litchi sont souvent au menu, toujours en quantité suffisante, comme bien d'autres produits maraîchers récoltés sur l'île. À terre, la diversité se prolonge et c'est ainsi qu'il m'arrive de vider au marché quelques coquilles d'une huître locale au goût tout à fait acceptable. Il m'arrive aussi de me régaler d'un pot-au-feu chez J, quitte à mouiller la chemise sous ces latitudes. Il m'arrive aussi de faire honneur à la cuisine chinoise, elle aussi présente sur les cartes. Ces quelques semaines d'euphorie prennent fin pour moi avec de sérieuses affections gastriques. Je me vide dans tous les sens du terme et la sulfaguanidrine qui m'est prescrite par le médecin ne m'apporte que de courts répits à l'issue desquels systématiquement je rechute. La faiblesse physique est telle que j'ai des malaises, alors j'évite maintenant toute sortie. L'infirmier m'explique que ce mal est peut-être dû à une infection bactérienne véhiculée par des produits maraîchers arrosés à l'engrais naturel. Nos cuisiniers désinfectent bien avec du permanganate les légumes mis en consommation, ceci afin de réduire les risques de contamination, mais malgré ça, mes imprudences alimentaires en ville m'auraient fragilisé et rendu plus vulnérable à de petits assauts bactériens. Pour sortir de cette spirale, je prends seul une décision radicale. Je ne consommerai plus aucun produit frais local, tant que le commis en achètera, et jusqu'à épuisement des stocks en cambuse. Cette mesure difficile à appliquer s'avère payante. Lentement je refais surface, alors je me risque d'abord à effectuer quelques sorties cinéma et repas au foyer, steak de zébu, frites. Puis je retrouve enfin les rues de Diego, après 6 à 8 semaines d'absence. L'hygiène à bord n'est pas non plus irréprochable en ces temps de transition. Je trouve de nouveau des cafards dans mon caisson, et pourtant je n'y entrepose aucun aliment. La nuit, il est de moins en moins rare de voir courir sur les chemins de câble ces rongeurs qui cohabitent avec nous depuis des mois, les rats. Nous hébergeons aussi un deuxième chien qui errait dans l'arsenal et un caméléon trouvé sur la toile de tente de la plage arrière, du moins paraît-il. 2 canards initialement destinés à un supplément de gamelles de la table des officiers ont trouvé refuge à la cuisine avec la complicité de leur sauveur. Ces volailles larguent des fientes partout où elles se déplacent, au sol comme sur la rampe de service ou encore sur les plans de travail. Nous avions aussi, durant une courte période, un maquis destiné à vivre en France, avec son acquéreur, qui, dissuadé par les formalités d'importation, s'est empressé de l'abandonner. Le clou de cette ménagerie était sans conteste un boa adulte, embarqué on ne sait trop comment, seul ou aidé. On se le repassait, cet animal, de poste en poste, où il était l'instrument de farces rarement appréciées. Imaginez trouver dans sa couchette un serpent de près de 2 mètres, ou encore se heurter dans le noir à sa queue qui pend depuis un conduit de ventilation, c'est impressionnant. Le reptile avait fini par élire domicile à la cafétéria, lové sous le meuble de rangement du fond. Un matin, le malheureux a été découvert mort, flottant dans le bassin mis en eau qui abritait notre doudard de l'agré. Je fais partie de ceux qui n'ont pas regretté son départ car j'en avais un peu peur. Le bassin de Diego Suarez est accessible dans toute sa surface grâce à une grue d'un âge canonique fonctionnant encore à la vapeur. Chaque matin, le grutier malgache qui lui est affecté arrive avant l'ouverture des portes pour allumer la chaudière et obtenir ainsi la pression nécessaire à la mise en œuvre de l'engin dès l'embauche générale des ouvriers. La journée durant, on peut alors entendre ce son identique à celui d'une locomotive, généré par l'action saccadée des bielles entraînant les roues de la plateforme. L'ensemble rudimentaire est surmonté d'une mince flèche au banné, sur un double arceau surplombant le poste de commande. Les tchou-tchou des déplacements sur rail sont toujours précédés d'avertissements stridents
du sifflet à vapeur, actionné sans réserve par le chauffeur mécanicien. On raconte ici que la grue est tombée 2 fois dans le bassin, déséquilibrée par une surcharge en bout de flèche. L'ancêtre a survécu à chacun de ces incidents, comme son pilote. Lors des cyclones assez fréquents sous ces latitudes, le bassin accueille la batellerie du port. Remorqueurs et barcasses y sont entassés, puis la porte flottante qui enferme l'accès est coulée. On réduit alors par pompage le niveau de l'eau à l'intérieur, de sorte que les superstructures des bateaux disparaissent, offrant moins de prise au vent. Les plus grosses unités doivent-elles appareiller afin d'éviter la casse provoquée par la friction des coques sur les quais, ou pire, la rupture des amarres et l'échouage qui s'en suivrait. En mer, le seul souci est alors d'éviter la route du cyclone. Nous avons vécu une telle aventure qui nous a menés devant l'île de la Réunion sur une mer formée et à peine moins grise que le ciel.